Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez à 11h. On est en direct sur la chaîne Bismart. C'est l'émission qui s'intéresse au monde de l'innovation et aussi à cette nouvelle société numérique. Alors justement, il y a certains effets de la société numérique qui peuvent inquiéter les parents de jeunes enfants. Je reçois aujourd'hui la co-autrice d'un livre qui leur propose de rester zen. Il y a une méthode qui pourrait nous permettre de répondre aux mots du numérique chez les enfants. Cette méthode, c'est le yoga. On en parle dans l'interview dans quelques instants. Et puis le cœur de cette émission sera dédié aux zones blanches. Vous savez, ce sont ces lieux en France qui attendent toujours la moindre connexion mobile. On verra pourquoi ça patine, où on en est exactement en 2022. J'aurai en plateau notamment le directeur général de la Fédération française des télécoms. Et puis on retrouvera notre rendez-vous avec le biomimétisme et cette inspiration que nous offre la nature pour imaginer de nouvelles technologies. On parlera notamment de l'utilité de s'inspirer du plumage des manchots. Et puis cette édition se refermera sur notre séquence Ils font demain avec une jeune entreprise technologique qui propose une nouvelle façon de concevoir des médicaments dans l'espoir de soigner demain des maladies pour lesquelles il n'existe encore aucun traitement. Mais tout de suite, donc, c'est le moment de l'interview. On va donc parler d'exercices de yoga pour Digital Natives. Je reçois Sophie Flack à propos de son ouvrage « Restez zen, vos enfants sont connectés ». Bonjour. Bonjour. Sophie Flack, merci beaucoup d'être en plateau pour ouvrir la semaine de Smart Tech avec nous. Je sais que vous êtes passionnée d'innovation, pas du tout réfractaire aux technologies. Vous êtes même directrice du digital et de la responsabilité sociale d'entreprise dans une société d'investissement, membre du Conseil national du numérique, et vous présidez également cette association que j'ai découverte à l'occasion de votre ouvrage qui s'appelle RI pour recherche sur le yoga dans l'éducation. Quand j'entends ce nom d'association, recherche pour le yoga dans l'éducation, ça veut dire quoi? Vous menez des études vraiment sur les vertus du yoga à l'école? Oui, tout à fait. Alors, l'association existe depuis bientôt 50 ans et notre vocation, c'est de former des enseignants. On forme environ 1000 enseignants par an, de la maternelle à l'université, à utiliser les techniques de yoga en classe pour favoriser la concentration, l'attention, le climat de classe et les apprentissages assez globalement. Et effectivement, quand vous voyez ce livre sur les nouvelles technologies, le yoga, on aime à dire qu'il est plurimillénaire. Comment est-ce qu'on l'adapte aux nouvelles technologies pour faire émerger un usage? Parce que vous l'avez dit quand même, création de l'association en 1978, donc c'est pas nouveau cette idée vraiment pas, oui. D'intégrer la pratique du yoga à l'école. Pour autant, c'est pas encore très très développé. Mais là, vous dites quoi? Le numérique change la donne? Il faut revoir aussi cette idée de pratique du yoga à l'école parce qu'il y a les nouvelles technologies qui sont invitées dans les foyers? Le numérique change clairement la donne et notamment les enseignants à tous les niveaux sont unanimes pour noter l'impact relativement délétère sur les capacités attentionnelles des élèves. Il y a, j'irai pas jusqu'à dire une destruction, mais il y a clairement un affaiblissement des capacités attentionnelles. Vous savez, quand on est sur un smartphone, quand on est sur Internet, on zappe et on est sursollicité. Et du coup, les élèves, pour maintenir leur attention, les enseignants sont obligés de proposer beaucoup plus de sujets, plus de vitesse, plus de rythme. Et donc, comment est-ce qu'on peut remobiliser, recréer ses capacités attentionnelles? Et c'est vrai que le yoga, pour ça, est un outil absolument formidable. Simplement, on adapte, bien évidemment, les exercices de yoga qu'on va proposer aux jeunes d'aujourd'hui. Parce que, justement, on parle de quel type de yoga? Parce qu'on a tous une image un peu personnelle de la pratique du yoga. Alors, l'image du yoga en Occident, c'est une image très physique. Donc, l'image d'Épinal, c'est la posture en lotus. Je ne vais pas la prendre là sur le plateau, ce serait un peu périlleux sur le tabouret. Mais il faut savoir que par-delà les postures, en fait, le yoga, c'est ce qu'on pourrait appeler une science pratique de la conscience. Donc, bien évidemment, il y a tout l'aspect corporel, tout l'aspect postural. Il y a beaucoup tout l'aspect respiratoire, la respiration, et la respiration est une clé fondamentale pour se concentrer. Et il y a aussi tout un aspect philosophique. Et dans la philosophie, on retrouve notamment la méditation. Vous transposez des exercices de méditation
à des élèves dans des classes aujourd'hui, qu'ils soient en élémentaire, au collège ou lycée, vous leur permettez de renouer, de redévelopper leur capacité attentionnelle. C'est assez simple. Alors, donc l'idée, c'est de dire quoi? On va les aider, ces enfants, à déconnecter pour se reconnecter à soi. C'est ça l'idée du principal du livre? Je pense que l'expression que vous employez fait mouche. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, les jeunes sont hyper connectés aux écrans. Et quand on est hyper connecté aux écrans, on est déconnecté de son corps. Et on est même presque déconnecté de soi-même. Donc simplement, en prenant une posture de yoga, mais très simplement, vous êtes sur votre chaise à l'école, vous-même ici sur le plateau, vous prenez conscience de l'appui de vos pieds dans le sol, vous redressez votre colonne vertébrale, vous rentrez le menton, vous prenez conscience de votre corps, vous vous reconnectez à votre corps. Et c'est vrai que ça crée tout de suite une attitude différente, une attention différente. C'est pas votre attention qui est captée par un outil numérique, c'est vous-même qui reprenez les rênes de votre attention, de votre corps. Et c'est Al Gore qui le dit très bien, il dit sans prise de terre, donc sans connexion au corps, on risque de péter les plombs. Donc par le yoga, qui est déjà un yoga postural, on se reconnecte à son corps. Je m'en étouffe, donc là. Je me suis trop reconnectée. Vous proposez 40 exercices. Oui. C'est vraiment très concret, très pratique. Oui. C'est un livre quand même qui est destiné aux parents. Oui. Puisque vous donnez aussi des conseils, vous leur expliquez un peu ce que vivent leurs enfants, le type de pratiques aujourd'hui qui existent. Vous évoquez notamment l'hyperconnexion à travers Snapchat. Et derrière, vous expliquez ce yoga qui va vous être d'une grande aide, donc vous, parents et sans doute enseignants, professeurs des écoles, pour accompagner un projet de remise à sa juste place du numérique. Quelle est la juste place du numérique ? Alors, d'abord, cette question, elle est très évolutive. C'est-à-dire que le numérique lui-même, il évolue. Donc, si vous prenez mon époque, où moi, je fais partie des très, très, très early adopters qui ont eu un des premiers Commodore 64 et un Atari, on n'avait pas tout à fait besoin des mêmes règles que celles d'aujourd'hui. Et je pense que le métaverse va aussi changer énormément de choses. Ouais. Donc, il est important, si vous voulez, de poser un cadre. Et en fait, nous, ce qui nous a le plus frappé avec Jacques de Coulon quand on a écrit ce livre, si vous voulez, c'est qu'on s'est rendu compte, les parents d'aujourd'hui, les enseignants d'aujourd'hui sont les premiers à avoir des digital natives en face d'eux et on n'a pas de mode d'emploi. Nous, nos parents, ils savaient nous éduquer à l'hygiène corporelle, à l'hygiène alimentaire, mais l'hygiène numérique, ce concept même d'hygiène numérique n'existe pas. Alors on essaye de poser quelques règles, un cadre. Donc souvent... là, par exemple, il y a l'exercice 8 pour retrouver la juste place numérique, c'est l'équilibrage des émotions. Oui. Vous pouvez nous décrire comment ça fonctionne? Quel est l'exercice proposé? Alors celui-ci, le bûcheron contre les émotions négatives. Oui. Alors parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous avez des émotions négatives beaucoup trop fortes, il faut les évacuer. Et un des plus grands régulateurs émotionnels, c'est la respiration. Je vous donne un exemple concret. Quand vous avez peur ou quand vous avez une émotion forte, vous allez dire oh, j'en ai le souffle coupé. Ouais. Ou quand vous courez trop vite, vous avez le souffle haletant. On voit bien la corrélation entre le souffle et les émotions. Donc simplement faire des expirations très fortes, c'est l'exercice du bûcheron. C'est je le fais très doucement ici face au micro. Ça permet d'évacuer les excès d'émotions et du coup de retrouver progressivement du calme. Et ça, alors, ce type d'exercice, donc vous proposez, vous, de le faire dans le cadre scolaire, mais aussi à la maison, avec les parents. Pour quel type d'âge, là, on est quoi? Vous avez évoqué fin de la primaire, début du collège, Oui, les exercices, en fait, ont été dessinés plutôt pour des enfants qui commencent à avoir un usage autonome des nouvelles technologies. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être plutôt à partir du CM1, CM2, et ça va bien évidemment jusqu'au supérieur. Je vous donne un exemple concret. L'exposition aux écrans, ça inhibe l'hormone du sommeil, la mélatonine. Bon, ça, c'est valable pour tous les enfants. Donc, déjà, quand on décode ce phénomène, parce que quand je disais, les parents, ils découvrent. Donc, souvent, ils ne savent pas ce qui se passe. Donc, ce livre, la première chose, c'est qu'il explique, il décrypte, il explique comment fonctionne un réseau social, comment fonctionne le harcèlement digital, qui n'est pas du tout la même chose que le harcèlement physique. Il explique les boucles de récompense qui vont créer, on va dire, de l'addiction numérique. Donc, on décrypte. Et en face, effectivement, on propose des exercices de régulation. Et typiquement, il y a des exercices pour aider à s'endormir. Mais ça ne marche que si on a bien pris conscience que l'écran, il faut déjà bien le couper 30 à 45 minutes
avant. Je vous donne un autre exemple concret. On pourrait dire que les écrans fossilisent un peu les yeux. Pourquoi j'utilise cette expression? Parce qu'en fait, les écrans sont toujours à même distance. Oui. Et il y a des études qui ont été menées par notamment un grand professeur d'ophtalmologie en Suisse, et il dit en fait ça fige tous les muscles oculaires. Simplement un petit exercice de je regarde près, je regarde moyen, je regarde loin, et je rythme ma journée comme ceci, que ce soit en classe, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison. Vous remobilisez toute la sphère des muscles oculaires et vous stimulez la qualité de votre vision. Vous voyez, donc et le yoga des yeux est vieux comme le monde, si vous voulez, mais on le transpose à ces conséquences négatives des écrans, on peut bien le dire, sur les yeux. Merci beaucoup. Donc, face aux mots du numérique, des conseils très pratiques et notamment une pratique du yoga adaptée à ces nouveaux enjeux. Vous dites les enjeux du 21e siècle, créer une harmonie entre les humains et le numérique. Merci beaucoup. Merci. Sophie Flack pour votre parenthèse de pédagogie aussi dans Smartech. Vous êtes donc la co-autrice de Restez zen. Vos enfants sont connectés, paru chez Payot. C'est l'heure de notre talk. On va parler maintenant des zones blanches. Pourquoi ça ne passe pas encore dans certaines zones en France? Les zones blanches, ce sont ces territoires où aucune couverture mobile n'est disponible. On est en 2022, on est 4 ans après le New Deal, qui était un accord passé entre le gouvernement, le régulateur, l'ARCEP et les 4 principaux opérateurs de téléphonie mobile pour accélérer cette couverture partout sur le territoire. Alors j'ai en plateau 2 experts qui vont pouvoir nous dire où on en est. Philippe Legrand, cofondateur et président de la fédération Infranum, qui rassemble plus de 200 entreprises des métiers de la filière des infrastructures numériques. Ça va des bureaux d'études jusqu'aux fournisseurs de services. Vous êtes en gros le partenaire vraiment industriel de tous les territoires connectés ou à connecter. Exactement. Et à côté de vous, Michel Combeau, directeur Bonjour. Général de la Fédération française des télécoms. Bonjour. Vous regroupez 18 membres, donc il y a à l'intérieur les principaux opérateurs télécoms, mais aussi d'autres plus spécialisés. Et vous venez de publier un bilan pour ces 4 ans du New Deal. Donc on va commencer par là. Alors peut-être rappeler quand même cet accord qui donc a été passé en janvier 2018. Les opérateurs sont engagés à accélérer cette couverture mobile et numérique du territoire, avec en contrepartie la garantie que il y aurait une stabilité, on va dire, sur les autorisations d'utilisation des fréquences mobiles. On en est où, là, 4 ans après cette signature du New Deal? Oui, effectivement, 4 ans après la signature du New Deal, on peut dire que le pari est réussi. Pourquoi? Parce que près de 98% des antennes en France sont désormais en 4G, ce qui était l'un des premiers objectifs de l'accord du New Deal, c'est que l'ensemble du réseau passe en 4G d'ici la fin de l'année 2022. Donc nous sommes au mois de janvier, près de 98% de ces antennes sont déjà en 4G. Réussi aussi pourquoi? Parce que plus de 1100 nouvelles zones blanches ont été couvertes en moins de 4 ans. Et ce qui était aussi le deuxième objectif du New Deal, c'était d'aller au-delà en fait de la couverture telle qu'elle était à l'époque et de combler encore ce retard qui existait en France. Et donc, c'est l'ensemble de ces travaux que nous, effectivement, avons publiés dans notre plaquette des 4 ans du New Deal, qui nous permettent de dire que ce pari est réussi, même s'il reste encore beaucoup à faire. Ah bah c'est cher, parce que si vous êtes là, c'est parce qu'il reste encore des zones blanches. Exactement. Donc nous, on vient voir le verre à moitié vide. Déjà, sur la méthode qui a été employée, pourquoi ce New Deal, vous l'estimez efficace? Quel est le changement de méthode qui a été opéré? C'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que c'est la première fois que l'État, en matière de fréquences et de téléphonie mobile, met l'aménagement numérique des territoires au centre du jeu. Pourquoi? Au lieu de faire des enchères qui rapportent 3 milliards d'euros, il a dit simplement, ces 3 milliards d'euros, les opérateurs vont les investir dans les territoires pour couvrir les dernières zones blanches et surtout améliorer la qualité du réseau. Parce qu'il fallait une incitation réelle sur des zones finalement peu denses, a priori sans grands enjeux commerciaux. Exactement, quand vous payez 3 milliards d'euros pour acheter des fréquences, l'incitation à aller couvrir des zones qui sont peu rentables est quasi nulle. Ouais. Et donc cet accord a permis effectivement de changer la donne, de changer effectivement les enjeux, et donc les opérateurs vont désormais pouvoir investir pleinement dans ces zones blanches. Et là, sur la méthode, pour être plus précis, donc il s'agit de dispositifs de couverture ciblés. C'est-à-dire vous identifiez, en fait, ce sont les collectivités territoriales
qui identifie les besoins sur des zones précises et vous vous engagez à aller les couvrir. Exactement, c'est-à-dire qu'avant, les opérateurs définissaient eux-mêmes les zones à couvrir et désormais, sur ces zones blanches, sur cette partie du New Deal, ce sont les élus qui font remonter à l'État et aux opérateurs les besoins en couverture. C'est une déconcentration, une délocalisation en tout cas de la manière de faire la couverture. C'est pour nous très important. Les élus de terrain sont les mieux à même de définir en fait les besoins en matière de couverture. Philippe Legrand, sur cette couverture du territoire, on parle de la téléphonie mobile, il n'y a pas que ça. Et non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi on en est où couverture sur la fixe. fibre optique? Écoutez, il y a eu des changements assez importants sur les dernières années. Nous avons la chance de connaître un des plus grands plans d'infrastructure numérique qui existait, avec le déploiement de dizaines de millions de prises en fibre optique partout dans les territoires, dans les villes, mais aussi dans les campagnes. C'est le plan France Très Haut Débit. On a un enjeu qui consiste à fibrer tout le pays. C'était une promesse de campagne, elle est en passe en tout cas d'avancer et d'être tenue, puisque sur les 43 millions de prises FTTH en France, nous aurons fin 2022 87% de ces prises qui seront raccordables en fibre optique. Nous sommes aujourd'hui... On sera quand au 100%? Alors c'est tout le sujet, parce qu'on est très heureux de cette belle avancée. 87% des Français qui peuvent accéder à la fibre, c'est très bien, mais en effet, il reste tous les autres, et plus ça va, plus c'est dur. Donc l'horizon... Quels sont les freins? Qu'est-ce qui est si compliqué? Le coût? Oui, principalement le coût, parce qu'il y a des complexités techniques dans les territoires. Quand il faut aller déployer de la fibre en zone rurale, il faut utiliser des infrastructures existantes qui ne sont pas forcément mobilisables ou qui n'existent tout simplement pas. Et ça coûte très cher d'aller raccorder les dernières maisons. Donc il y aura bien sûr un objectif que nous tiendrons. Ça coûte le même prix finalement, simplement c'est par rentabiliser, c'est ça, par de l'abonnement derrière. Alors c'est pas du tout rentabilisé par de l'abonnement, il n'y a pas de logique. Mais ça coûte le même prix. C'est-à-dire que quand vous devez déployer 10 ou 20 km de fibre pour raccorder une maison, on arrive dans des coûts qui sont bien plus élevés. C'est le ratio en fait. Exactement, par abonné, absolument. Et sur cette question justement de la couverture numérique du territoire, comment on s'arrange entre les différentes technologies? Priorité au mobile, priorité à la fibre optique? Alors, on va être clair, et je pense que c'est aussi ce que disait Philippe à l'instant. La priorité, c'est la fibre pour tous. Après, jusqu'où elle ira, ça seul l'avenir nous le dira. Comme disait Philippe, il y a des enjeux effectivement de coûts, notamment dans les zones les plus reculées et parfois les plus complexes à raccorder. Pour nous, et y compris du point de vue environnemental, la fibre reste la technologie la plus efficace. La téléphonie mobile, c'est d'abord pour la mobilité. Ça peut être dans des zones Ça peut être un substitut. Un substitut temporaire dans les zones où la fibre n'est pas encore arrivée. Parce qu'effectivement, avec de la 4G, on peut avoir plus de 100 mégabits par seconde en matière de débit. Ça reste un substitut valable, notamment y compris, par exemple, pour des usages temporaires. Mais l'enjeu pour nous, notamment du point de vue énergétique, c'est la fibre le plus loin possible, le mobile en complément et pour la mobilité. Après, effectivement, pour les derniers foyers qui ne pourront pas être couverts en fibre optique, d'autres technologies existent. Bien entendu, la 4G aujourd'hui, la 5G demain ou les technologies par satellite. Oui, parce qu'on parle du très haut débit radio, en fait, qui permet d'utiliser le réseau mobile pour générer des connexions fixes. Tout à fait. Il n'y aura pas une réponse avec une seule technologie. On essaiera d'aller le plus loin possible sur la fibre. Mais en attendant, on ne va pas durablement priver des millions peut-être, ou en tout cas des centaines de milliers de foyers d'un raccordement à très haut débit. Et pour ça, les technologies alternatives, comme on vient les évoquer, les technologies mobiles, les technologies satellitaires, les technologies radio permettront d'apporter un service qui est plus simple, c'est moins onéreux d'aller poser une antenne sur un poteau que d'aller creuser le sol pour c'est un peu moins bien, mais c'est en faire de la fibre optique. Exactement. Un peu moins bien, c'est-à-dire qu'on obtiendrait quel type de débit? Aujourd'hui, on est capable de fournir des débits aux alentours de 100 mégabits, là où la fibre monte à 10 gigabits par seconde. Et puis surtout, il y a d'autres usages qui sont sous-tendus par la fibre et qui sont très utiles. Par exemple les usages qui nécessitent une faible latence, par exemple, toute l'interactivité, on parle de visioconférence, ce genre de choses, c'est quand même mieux quand on a eu de la fibre pour utiliser ça, y compris pour les entreprises. Et la stabilité de la connexion aussi? Oui, la stabilité, même si les technologies alternatives ont une certaine stabilité également maintenant, mais nous maintenons notre objectif qui est le 100% FTTH à horizon le plus court possible, peut-être 2030. Mais si on réussit ça, ça sera parfait. Rappelez-vous, 50 ans pour déployer un réseau cuivre, et là on parle de déploiement d'un réseau FTTH en 5 ou 10 ans. C'est une belle prouesse, mais il reste des enjeux et il faut qu'on soit au rendez-vous pour aller jusqu'au bout. Bon, donc ça reste un objectif. Sur la partie mobile, donc on parle du reste à faire. Quelle est l'étendue du reste à faire et quelles sont les solutions qui vont être proposées? Alors, pour nous, le reste à faire, il est simple. On le rappelle, le New Deal, c'est un accord qui
qui était d'une part de généraliser la 4G sur le réseau existant, ça c'est quasiment terminé. De couvrir les zones blanches avec une volumétrie estimée à plus de 5000, on en est effectivement au quart sur un effort qui va courir jusqu'à 2025-2026, mais aussi de densifier, d'améliorer la connexion et la couverture des axes de transport routier ou ferroviaire. Et là, effectivement, on a passé une première étape qui était de développer la 4G sur l'ensemble de ces réseaux-là. Et d'ici 2024, on aura un renforcement du signal pour pouvoir capter en bonne 4G à l'intérieur des véhicules. Donc il reste effectivement encore plusieurs années d'investissement en lien avec les élus, parce que ça demande de développer des technologies spécifiques ou des infrastructures différentes, ça ? Alors, non, c'est de la couverture, c'est développer du pylône. Donc c'est finalement une technologie qui est maîtrisée, même si... C'est-à-dire le long des autoroutes, le long des voies des chemins de fer, du TGV par exemple, il va falloir multiplier les pylônes. Il faut construire de nouveaux pylônes. Alors c'est vrai que c'est effectivement un coût, mais ça, comme on l'a dit, l'accord du New Deal permet de le couvrir. Mais c'est aussi parfois des contraintes administratives. Par exemple, en zone littorale, on ne peut plus déployer de nouveaux pylônes pour couvrir la zone blanche, tout simplement parce que soit le pylône est au centre du village, et là, effectivement, on peut comprendre que les citoyens ne souhaitent pas avoir un pylône au centre du village, soit on ne peut pas le mettre en dehors du village, comme on peut le faire en zone de montagne. Donc on a, par exemple, effectivement des freins actuels pour déployer les pylônes, et par ailleurs aussi, nous faisons face à un mouvement de spéculation sur les terrains. Pourquoi ? Parce que quand vous avez effectivement... Là, on parlait de 1000 zones blanches couvertes, 4000 qui vont arriver. Des gens vont acheter des terrains de manière préventive en espérant pouvoir soit les revendre, soit faire monter les loyers. Et donc là, on doit aussi combattre ce genre de mouvements de spéculation qui sont autant de freins, mais que nous espérons lever effectivement pour arriver à notre objectif d'avoir 100% des zones blanches couvertes d'ici 2026. Sur les pylônes, il y a une actualité. Une bonne nouvelle, je dirais. Oui, tout à fait. On a la possibilité depuis Noël, en fait, ça a été notre cadeau de Noël, de pouvoir réutiliser les infrastructures Enedis. Il y a eu un arrêté, alors c'est un travail conjoint de toute la filière, et puis des pouvoirs publics également. Le gouvernement s'est pas mal mouillé, mais tout le monde, en fait, tous les acteurs, pour qu'on puisse réutiliser les infrastructures électriques de Enedis pour déployer de la fibre en aérien. Et ça, je peux vous dire que ça va vraiment nous faciliter la vie pour faire des déploiements dans les zones rurales. Donc ça veut dire que c'est pas le moment pour Enedis de démonter ses pylônes, en fait. Surtout pas. On en a besoin. Non, parce qu'il y avait une tendance justement à offrir tout le réseau électrique. C'est un peu remis en question, alors avec effectivement cette actualité pour la couverture numérique, mais pas seulement, notamment aussi pour récupérer les énergies renouvelables. Absolument. Il y a un enjeu quand même de modernisation du réseau, parce que dans les zones rurales, certains poteaux, on parle plus de poteaux que de pylônes ici, sont dans des situations où il sera bien de les moderniser, de les renouveler un peu. Donc là, le 4 janvier de cette année, on a eu accès à la nouvelle liste, la 3e liste à couvrir par les opérateurs mobiles. Alors bon, j'ai vu qu'il y avait Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Pays de la Loire, Occitanie, avec à chaque fois des points très précis. Mais j'ai trouvé aussi l'Île-de-France. Ça peut être surprenant, non ? Oui, l'Île-de-France est une grande région. Vous avez effectivement certaines zones qui sont des zones rurales, que ce soit par exemple dans les Yvelines, dans l'Essonne ou dans la Seine-et-Marne. Et je dirais que les zones blanches, où qu'elles soient, que ce soit en Île-de-France, en Occitanie ou dans le Grand Est, doivent être couvertes. Alors effectivement, en proportion, vous avez moins de zones blanches ou de projets en Île-de-France, mais vous avez effectivement un certain nombre de zones à couvrir. Alors, pas à Paris ou en petite couronne, mais dès que vous passez effectivement dans les départements les plus en périphérie de la région, vous avez effectivement des enjeux, là encore, de zones blanches, notamment le vraiment des zones blanches, totalement blanches. Je veux dire, il n'y a aucune couverture mobile du tout. Alors, vous avez effectivement la possibilité dans le New Deal aussi de couvrir ce qu'on appelle des zones grises. Des zones où effectivement vous le couvrez, vous ne recevez que la couverture d'un ou deux opérateurs. Les élus peuvent demander, s'ils le souhaitent, que les autres opérateurs viennent couvrir ces zones-là pour que leurs citoyens, leurs concitoyens puissent avoir accès à l'ensemble des opérateurs. C'est un élément important, on le voit avec le télétravail et la situation sanitaire. Beaucoup de gens sont partis effectivement des grandes métropoles pour pouvoir travailler, et la 4G est un élément indispensable pour pouvoir en fait travailler ou accéder à la formation. Et alors face aux freins ou aux défis que vous avez relevés pour continuer d'accélérer sur la couverture mobile de l'ensemble du territoire, quelles sont les nouvelles solutions que vous avez à proposer ? Pour nous, la solution, c'est de pouvoir déployer les pylônes le plus rapidement possible, notamment pouvoir déployer en zone littorale. Ah, mais comment ? Simplement en changeant la loi. C'est aussi l'objet d'une proposition de loi qui est déposée par le député Xavier Battu, qui vit en zone littorale, donc a bien compris effectivement l'enjeu de ce changement. Des changements qu'on avait déjà initiés lors de la loi Elan en 2018 et que nous souhaitons, notamment dans le cadre effectivement du nouveau Parlement. Alors qu'est-ce qu'il y aurait dans ce texte de loi ? Tout simplement, qui faciliterait la vie. Simplement la possibilité de poser un pylône en dehors des centres-bourgs, en zone littorale, dans des zones où tous les élus
tous les élus sont d'accord pour que de nouveaux pylônes arrivent et permettent de couvrir ces zones blanches. Seulement, une règle, effectivement, nous l'interdit. C'est-à-dire désacraliser le littoral. Après, notre enjeu aussi, c'est d'installer les pylônes en concertation. Et la plupart du temps, ces pylônes-là ne sont pas bloqués par des contraintes environnementales, mais par des contraintes juridiques. Bien entendu, nous travaillons avec les autorités locales pour intégrer au mieux les pylônes dans ces zones-là. Et généralement, dans ces zones-là, le pylône est mis soit en hauteur ou en tout cas au milieu d'arbres pour éviter effectivement, pour qu'il puisse s'intégrer pleinement dans son environnement. Ce New Deal, il faut quand même rappeler qu'il qu'il ne s'occupe pour l'instant que de la métropole, en fait, de la France métropolitaine. On en est où outre-mer? Est-ce que vous avez des informations? Écoutez, en fait, ce que je peux vous dire, c'est que le plan concerne l'intégralité du territoire français. Donc sur la fibre optique, hein. Pas uniquement, mais métropolitain, et qu'on ne peut pas laisser nos territoires d'outre-mer qui ont un grand besoin de connectivité et qui ont des contraintes qui sont même au-delà de celles qu'on peut avoir en métropole sur l'acheminement du trafic jusqu'aux îles, par exemple. On ne peut pas les laisser dans cette situation-là. Il y a un grand besoin et les collectivités locales sont souvent là en relais pour réussir à aménager leur territoire et développer les infrastructures manquantes. Il faut continuer de les accompagner. Et puis, ça me permet de renvoyer... On a les moyens aujourd'hui en France d'accélérer sur cette couverture, justement, ce raccordement. C'est exactement la question, parce que ça me permet quand même de vous dire que pour aller jusqu'au bout de ce plan, partout dans le territoire français, métropolitain ou insulaire, dans les dom-toms, il va falloir que nous réussissions à trouver des outils techniques, juridiques et financiers pour réussir à aller jusqu'au bout de la complétude. Et là, aujourd'hui, en l'état, avec notre arsenal, on n'y arrivera pas. Non, parce que il y a eu un premier pas vraiment intéressant qui a été fait avec la libération d'une enveloppe de 150 millions d'euros de la part du gouvernement qui va être accompagnée sans doute par des collectivités et puis des efforts industriels encore. Mais il en faudrait 5, 6 ou 10 fois plus pour aller jusqu'au bout de cet enjeu. À nous d'inventer les mécanismes qui font qu'on réussira à aller jusqu'au bout de cette aventure. Et après, le sujet, ça sera de savoir ce qu'on va en faire de ces infrastructures, qu'elles soient fixes, qu'elles soient mobiles. La France ne gagnera en compétitivité que si nous réussissons à tirer la substantifique moelle de la vertu du digital. Et pour ça, on a un travail qui est fait dans un comité stratégique de filière. On a les territoires durables et connectés à développer, à imaginer ensemble. C'est ce que nous faisons. Nous avons la digitalisation du marché des entreprises. Il faut que nos entreprises adoptent ces outils, ces nouveaux moyens de communication. C'est-à-dire, attendez, parce que ça veut dire pas juste vendre du réseau, mais vendre des services numériques avec? Le réseau en lui-même ne suffira pas et ne servirait à rien si on ne l'accompagnait pas derrière de services numériques, en effet. Mais ça, aujourd'hui, on le fait déjà. Les opérateurs le proposent déjà, des services numériques. Oui, je pense que notre enjeu, c'est au-delà du réseau, et on le voit quand on parle même de 5G, parce que la 4G, c'est la priorité de maintenant, la 5G, c'est l'avenir de demain. Y compris lorsqu'on s'adresse à une entreprise, on peut leur dire, voilà, vous avez une antenne 5G faite. On voit que ça ne suffit pas. Il faut aussi travailler avec les industriels, travailler avec les collectivités, pour voir comment elles pourront tirer, en fait, je dirais, se transformer grâce à l'apport des réseaux et des services. Mais est-ce que ça, ce n'est pas des choses qui vont se faire naturellement, je dirais, une fois le réseau disponible? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment la vraie 5G. Oui, mais quand vous parlez à une entreprise, il faut la convaincre que la 5G, par exemple, va faire une différence, l'aider à construire son modèle économique, l'aider aussi à numériser son processus. On le sait en France, nous avons un retard endémique en matière de numérisation des industriels. On a aussi certaines collectivités qui sont en retard sur l'utilisation du numérique au bénéfice de leurs citoyens. Notre enjeu, je dirais, au sein des fédérations et au sein du comité de filière, c'est justement de transformer l'essai, c'est-à-dire à quoi bon faire un pays 100% fibre et à quoi bon développer la 5G si derrière, les gens ne savent pas quoi faire avec leur réseau, avec leur service. Donc c'est une démarche d'accompagnement, une démarche pédagogique. On a publié un certain nombre d'études l'année dernière et notre enjeu est de pouvoir aller au plus près des territoires, expliquer aux entreprises, expliquer aux élus comment tirer le meilleur parti de ces technologies au bénéfice de leurs citoyens, même si la crise sanitaire a eu au moins pour seul avantage de faire comprendre aux gens les bénéfices du numérique. Notre enjeu est d'aller, en tout cas, leur expliquer, y compris dans une logique de développement durable. Pas de débauche d'argent et d'énergie pour rien. Oui, mais alors, est-ce que c'est ça que vous appelez le développement durable? Oui, c'est ça. Couverture numérique dans une idée de développement durable, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a des externalités extrêmement positives au développement de ces infrastructures. On parle de territoire durable et connecté. On va aménager nos territoires, nos villes. On parle de smart city ou de territoire durable et connecté. Et ces enjeux-là... Concrètement, ça veut dire quoi, un territoire durable et connecté? Vous allez mettre des capteurs
de relevés de compteurs d'eau, des capteurs pour mieux gérer la circulation dans la ville, des capteurs de parking, des capteurs aussi atmosphériques pour mieux gérer les effets de la pollution, ce genre de choses. C'est pour ça que c'est durable et connecté. Puis il y a des externalités, parce que, vous savez, on parle de 5G. Quand la 5G mobile sera déployée partout en France et dans tous les territoires, et je peux vous dire qu'il y a du chemin, il va falloir qu'on se mobilise. Oui. Quand ça sera fait, il y a des logiques de voitures autonomes, des services de voitures autonomes qui vont être développés. L'IoT, l'Internet des objets, sera supporté par la 5G demain. C'est-à-dire que partout en France, on pourra avoir ce type de service. Alors partout en France, je ne suis pas sûre que là, on parle vraiment des zones blanches. Je ne sais pas si on n'est pas en train un peu de sortir du sujet, mais de toute façon, on arrive à la fin de ce débat. Je vous ai pas Justement, beaucoup... ça renvoie sur une prochaine question. Un prochain sujet. Je ne vous ai pas beaucoup fait réagir, Michel Combeau, sur le déploiement fibre optique, parce que vous étiez accompagné de Philippe Legrand qui travaille dessus. Mais évidemment, les opérateurs sont évidemment engagés aussi dans cette couverture pour les zones blanches. Merci à tous les deux. Donc Philippe Legrand, cofondateur, président de la Fédération Infranum, et Michel Combeau, directeur général de la Fédération française des télécoms. Juste après la pause, on se retrouve dans Smart Tech pour parler de biomimétisme et de l'utilité du plumage du manchot. Vous regardez Smart Tech sur la chaîne Bismart, on est en direct à partir de 11h. Là, on entame la deuxième partie de l'émission. On va notamment découvrir une jeune entreprise technologique qui propose une nouvelle façon de concevoir des médicaments pour venir à bout de maladies qui sont jusqu'ici orphelines de tout traitement. Elle a notamment signé un partenariat avec un grand laboratoire français dans le cadre de la recherche d'un médicament contre le Covid-19. Mais avant cela, on va partir dans la nature grâce à notre rendez-vous sur le biomimétisme et Alexandre Bolatti, spécialiste de recherche et de l'innovation chez Bioxégie, qui m'a rejoint en plateau. Bonjour Alexandre. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, les stars que vous avez choisi de mettre en avant, ce sont les pingouins, les manchots. D'ailleurs, peut-être on peut juste expliquer la différence entre un pingouin et un manchot. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que pour la plupart des gens, pingouin et manchot, c'est un peu la même chose. Mais en fait, ce sont des oiseaux qui sont très différents. Bon, la différence qui est sans doute la plus connue, c'est que les pingouins vivent dans l'hémisphère nord et les manchots dans l'hémisphère sud. Oui. Bon, ça, c'est une chose. Premier repère. C'est ça. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres différences. Et déjà, il faut savoir que les manchots, c'est en biologie ce qu'on appelle une famille. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs espèces de manchots. Il y en a 17 au total. Alors qu'aujourd'hui, on ne connaît qu'une seule espèce de pingouin, le pingouin torda. Et d'ailleurs, pas besoin d'aller dans les hautes latitudes pour chercher des pingouins, puisqu'on peut en trouver par exemple au large des côtes de la Bretagne. Donc c'est assez présent chez nous, on va dire. Et alors c'est parce que nous, on connaît cette espèce qu'on fait la confusion, c'est ça? Alors la confusion, en fait, elle vient du fait que jusqu'au milieu du 19e siècle, il y avait une autre espèce de pingouin qui ressemble beaucoup plus aux manchots, qu'on appelait le grand pingouin, qui ne volait pas, tout comme les manchots, alors que le pingouin torda, lui, contrairement à ce qu'on croit, est tout à fait capable de voler. Et donc, malheureusement, ce grand pingouin n'existe plus aujourd'hui, parce qu'il a été chassé. Mais lorsque les explorateurs ont découvert les manchots dans les mers méridionales, hémisphère sud, ils ont trouvé une grosse ressemblance avec le grand pingouin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en partie, on fait cette confusion entre pingouin et manchot. Alors celui qu'on connaît le mieux, en fait, c'est le manchot empereur. C'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup d'espèces de manchots, mais le manchot empereur est le plus connu, c'est le plus grand également. Il y a le manchot royal qui lui ressemble un peu. Mais nous, on va surtout s'attarder sur une espèce qui est le manchot papou, qui est assez incroyable pour plusieurs raisons. Mais on va, j'imagine, y revenir. Justement, qu'est-ce qui intéresse les scientifiques, les spécialistes du biomimétisme chez les manchots? Alors déjà, les manchots, en fait, sont des oiseaux qui sont très particuliers. Déjà, ce sont des oiseaux qui ne volent pas, ce qui est assez rare pour le préciser. Et pour la plupart d'entre eux, ils vivent à des latitudes qui sont très hautes, enfin, à un climat qui est très froid. Extrême, oui. Voilà. Et donc, l'évolution leur a permis de s'adapter à ce climat-là. Et par exemple, le manchot papou a un plumage qui est très épais et qui lui permet donc de conserver la chaleur de façon très efficiente. Par exemple, les manchots papous ont, pour leur survie, besoin de couver leurs œufs pendant une durée de 4 mois d'affilée. Et ils arrivent à le faire sans se déplacer, sans manger, donc pendant 4 mois, sous un froid glacial. Et donc la raison pour laquelle... sans fourrure, grâce à leur plumage. C'est ça, c'est des plumes, c'est des toutes petites plumes en fait. Et ces plumes lui permettent de conserver la chaleur parce qu'elles vont être capables d'emprisonner de l'air dans ce plumage. Donc l'air, c'est un isolant thermique, donc qui va difficilement laisser conduire la chaleur, qui va permettre de la conserver.
Et c'est le même principe que quand on porte des vêtements. En fait, c'est l'air qui est prisonnier sous les vêtements qui va nous tenir chaud. C'est le même principe pour le manchot, mais en version un peu plus... C'est-à-dire que l'air qui est prisonnier est plus chaud que l'air extérieur, l'air ambiant. Alors c'est ça, en fait, le corps du manchot va réchauffer l'air qui se trouve dans son plumage. Et donc par les propriétés thermiques de l'air, ça va lui permettre donc de conserver la chaleur. Et ça va permettre au manchot de faire ce qu'il a à faire sans manger et sans mourir, c'est mieux. Et ça ne lui sert qu'à ça, à se protéger du froid, ce plumage ? Non, justement, ce qui est très intéressant, c'est que on n'arrête pas d'être surpris par le plumage du manchot. Et ce qui a été observé aussi, c'est que le manchot a une capacité à s'élancer hors de l'eau pour atterrir sur la banquise. Oui, ça on a des images plein dans les documentaires, des bons. C'est ça, c'est assez impressionnant. Et on suppose aujourd'hui assez fortement que donc c'est dû à leur plumage. En fait, ce que les scientifiques ont observé, c'est que lorsque le manchot est dans l'eau et qui s'apprête à aller sur la banquise, d'abord il va nager en surface un petit peu, et puis il va replonger 15-20 mètres de profondeur, et ensuite seulement s'élancer sur la banquise avec une vitesse qui est très élevée. Or, l'eau est très dense, 1000 fois plus dense que l'air, donc c'est compliqué d'atteindre une telle vitesse en étant dans l'eau. Et en fait, ce qu'on suppose, ce qu'on a observé aussi, c'est que les manchots papous, lorsqu'ils arrivent à la surface, vont gorger leur plumage d'air, donc d'air qui se trouve à la surface, et lorsqu'ils vont replonger et s'élancer hors de l'eau, ils vont libérer en fait cet air de façon assez contrôlée, grâce à des muscles au niveau des plumes, ce qui va donc libérer des petites couches, des petites bulles d'air, et donc ça va réduire grandement le frottement avec l'eau, et donc ça va lui permettre d'atteindre une vitesse de parfois plus de 15 km/h en sortant de l'eau. Et donc ça nous inspire pour quel type d'usage ? Alors ça... Développement de nouvelles technologies. Ouais. Ça s'appelle la lubrification par l'air, ce principe-là. Et ça intéresse notamment Alors qu'il n'y a pas de lubrifiant finalement, c'est juste mécanique. Alors on peut considérer que l'air est un lubrifiant, parce que justement il va avoir un effet de réduction de la friction, réduction du frottement, et parce que c'est beaucoup plus difficile d'accélérer dans l'eau si justement le manchot papou n'avait pas cette capacité donc, de lubrification avec des bulles d'air. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup notamment l'industrie maritime. Parce que dans l'industrie maritime, un gros enjeu aujourd'hui, c'est la réduction de la consommation de fuel. Et le fuel, donc, il est consommé, il y a des pertes d'énergie qui sont dues au frottement entre la coque des bateaux et l'eau. Et donc justement, il y a des recherches qui sont faites en ce moment pour voir comment on peut exploiter un principe de lubrification par l'air pour réduire le frottement et donc économiser du fuel. Alors c'est quelque chose qui est encore en cours, mais il y a déjà des expériences qui sont faites, et notamment il y a des systèmes qui ont été conçus qui permettent en fait, qui vont venir se greffer en dessous de la coque du bateau sous l'eau et qui vont libérer de façon automatisée, de façon contrôlée, des bulles d'air avec donc cet effet de réduction du frottement. Et en fait, il y a beaucoup d'avantages à cette technologie-là. Le premier avantage... Ça va faire surfer le bateau, finalement. C'est un peu ça, ouais. Ça va avoir un effet de décollement, enfin en tout cas de nécessiter moins d'énergie au bateau pour avancer à la même vitesse. Et l'avantage de ce système-là, c'est que c'est quelque chose qui peut venir se greffer sur des bateaux déjà existants, tout comme ça peut être intégré dans la conception de navires à venir. Et donc, solution notamment qui fait faire des économies d'énergie, mais en plus qui est hyper économe en application. Et puis, un point aussi qui est vraiment intéressant, c'est que en fait, c'est très simple d'évaluer l'apport que ça a sur la consommation de fuel, parce qu'on a juste à l'allumer ou à l'éteindre, et puis on voit la différence. Merci beaucoup Alexandre Bolatti, spécialiste recherche et innovation chez Bioxégie pour cette parenthèse sur le plumage du manchot. À suivre, ils font demain. Alors cette semaine, Smartech s'intéresse à Akemia. C'est une jeune pousse qui travaille sur de tout nouveaux médicaments, mettant à profit les progrès de l'intelligence artificielle, mais aussi en recherche quantique. L'objectif, c'est de soigner des maladies jusqu'ici sans traitement. Cécilia Sévry, accompagnée de Célia Barotte, est allée à la rencontre de ses fondateurs. Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir les deux cofondateurs de la société Akemia. Après 10 ans de travail, ils ont réussi à mettre au point une technique unique pour découvrir de nouveaux médicaments. Ils allient l'intelligence artificielle et la recherche en physique théorique pour répondre aux besoins des maladies d'aujourd'hui, mais aussi pour trouver des médicaments pour les maladies de demain. On va découvrir ça ensemble. Bonjour, Maximilien. Emmanuel. Enchanté. Alors vous êtes les deux cofondateurs d'Akemia. Pourquoi vous avez cofondé cette société? Donc vous êtes spécialisé en recherche médicamenteuse, c'est ça? On avait une envie commune
d'aider des patients, trouver des médicaments, et une technologie unique avec 10 ans de recherche qui viennent de Oxford, Cambridge et École normale supérieure qui pouvaient peut-être aider à faire ça. Et c'était le point de départ d'Akemia. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de s'adresser à qui, Emmanuel ? Aux patients, d'une certaine manière, comme le disait Maximilien, puisque l'objectif c'est de trouver des médicaments. Après, on peut faire ça, nous, en interne chez Akemia, de la recherche de médicaments. On fait ça aussi en collaboration avec des laboratoires. Vous allez montrer comment ça fonctionne, cette technique que vous avez mis au point ? Avec plaisir. Alors expliquez-moi concrètement cette technique que vous avez mis au point pour rechercher des médicaments, comment ça marche ? Très concrètement, ce que vous voyez à l'écran là, en gris, c'est une cible thérapeutique, c'est une protéine dans votre corps qui à un moment dysfonctionne et induit une maladie. Nous, notre travail, c'est d'inventer cette molécule que vous voyez ici en bleu, qui est potentiellement un candidat médicament. Et en fait, la technologie qui est au cœur d'Akemia, c'est elle prend cette matière première, la cible thérapeutique, il y a une intelligence artificielle qui invente la molécule optimale qui va venir se loger dans la cible thérapeutique. Et en face de ça, il y a une physique unique au monde qui prédit si la molécule inventée va inhiber, empêcher la protéine de jouer son rôle dans la maladie. Si elle va fonctionner, quoi, finalement. Alors cette méthode unique au monde, comment elle fonctionne ? La particularité, c'est qu'elle est aussi précise que ce que sait faire le leader du marché qui est américain, mais on va 10 000 fois plus vite. Et pourquoi on sait faire ça ? C'est pas juste parce qu'on met 10 000 ordinateurs en parallèle, c'est grâce aux recherches fondamentales que Maximilien a conduites pendant 10 ans à l'ENS, Oxford et Cambridge. Et c'est un changement de paradigme complet, une nouvelle façon de faire de la physique, inspirée d'ailleurs de la mécanique quantique qu'on utilise et qui est au cœur de ce qu'on fait tous les jours chez Akemia. Comment, avec vos recherches, vous allez prendre part au monde de demain ? Qu'est-ce que vous allez changer ? Alors je pense qu'on peut se mettre d'accord sur un consensus. Mettre 10 ans à trouver un nouveau médicament, c'est inacceptable dans la société d'aujourd'hui qui devient, on l'a vu avec Covid, la santé c'est quelque chose qui nous lie tous. Et en fait, nos technologies permettent de trouver des candidats médicaments de façon très efficace, plus vite. Et donc notre vision, c'est rapidement trouver des candidats médicaments pour les maladies d'aujourd'hui et puis les maladies de demain. C'était Smartech. Merci à tous de nous avoir suivis sur la chaîne Bismart, mais vous pouvez nous retrouver aussi sur le web et les réseaux sociaux. Demain, nouvelle édition. On va continuer nos discussions sur la tech et cette nouvelle société numérique. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.